Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Ces petits détails qu'on ne te dit pas toujours en PMA. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Alors pourquoi spécial ? Eh bien tout simplement parce qu'il a été co-créé à l'initiative de Sylvie. En fait, Sylvie, elle m'a écrit parce qu'elle venait d'apprendre une info, vraiment en dernière minute, de la part de son centre PMA. Et elle m'a immédiatement suggéré d'en faire un épisode pour permettre à toutes les personnes qui sont en parcours d'être correctement informées et d'éviter aussi évidemment les mauvaises surprises de dernière minute, tu t'en doutes, c'est hyper désagréable et surtout c'est hyper angoissant. Et ça, j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté la question en story sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si t'es pas abonné à mon compte Instagram, c'est le moment, retrouve-moi là-bas parce que je partage aussi énormément d'infos. Et quand j'ai posé la question en story, j'ai reçu beaucoup de réponses. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné celles qui te seraient le plus utiles et je les ai regroupées aussi. Donc, il y a deux options. Soit tu es déjà en PMA et dans ce cas-là, reste avec moi parce que tu vas avoir toutes les infos qui vont vraiment être super utiles. Et si tu n'es pas encore suivi en PMA, écoute quand même très attentivement malgré tout. Pourquoi ? Pour être informé et t'éviter que ça arrive si jamais. D'accord ? C'est vraiment important. Alors, l'information qui m'a été communiquée, la toute première en tout cas, c'était de pas avoir été informée finalement suffisamment à l'avance. Et donc le jour J, la gynécologue a informé Sylvie que si on contracte la toxoplasmose, elle reste 3 mois dans le corps et donc forcément, ça reporte la PMA. Et donc c'est compliqué évidemment dans le cas de si tu contractes la toxoplasmose. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment hyper dangereux. Donc il vaut mieux reporter le protocole, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est vrai que le savoir à l'avance, ça permet, si tu n'es pas immunisé en tout cas, de prendre déjà les devants et d'adopter finalement l'attitude que la femme enceinte devrait avoir, tu vois ? C'est-à-dire de bien laver les fruits, les légumes, d'éviter ce qui vient de la terre, etc., etc. Il y a tout un tas de choses à faire dans ces cas-là. Mais donc, si tu n'es pas immunisé contre la toxoplasmose, je t'invite bien sûr à déjà adopter les bons gestes pour éviter de le choper, si tu es en tout cas en démarche PMA. C'est pareil d'ailleurs pour plein d'autres pathologies. Alors, personnellement, j'avais fait le choix de ne pas faire ce vaccin-là, mais je sais qu'on m'avait proposé des vaccins pour rubéole, etc., parce que effectivement, ça peut être potentiellement dangereux. Il y a plusieurs vaccins comme ça, rougeole, rubéole, etc. En ce qui me concerne, voilà, c'était un choix personnel parce que j'ai une difficulté immunitaire. Et donc du coup j'ai fait le choix de ne pas faire ce vaccin-là à ce moment-là, parce que ça a reporté aussi le protocole PMA, mais voilà, il faut le savoir, il faut en discuter, et c'est le cas pour plein de choses. Donc je ne te dis pas de faire ceci ou de faire cela, pas du tout. Ce que je te dis en tout cas, c'est de poser suffisamment de questions au personnel médical en amont pour être informé de ce qui peut potentiellement retarder ton protocole, d'accord ? Ou l'interrompre si jamais tu attrapes telle ou telle pathologie, d'accord ? C'est des choses qu'il faut impérativement savoir à l'avance. Alors, autre chose qui m'a été expliquée, qui m'a été remontée, c'est que la personne n'avait pas été au courant que les traitements peuvent ne pas aboutir à la ponction. C'est clair, c'est pas parce que tu commences à faire des injections, que tu les fais pendant 15 jours, que pour autant, tu vas pouvoir arriver jusqu'au stade de la ponction.
Tu peux avoir une mauvaise réaction au traitement, par exemple, ou juste pas de réaction du tout. Tu peux même arriver au stade de la ponction, mais que ça n'aille pas plus loin, parce que c'est ce qu'on appelle une ponction blanche. Il n'y a rien à ponctionner, il n'y a pas d'ovocytes. Et si cette partie-là t'intéresse, eh bien j'avais fait tout un épisode entier de podcast, c'est l'épisode numéro 22, et qui s'intitule « Quand la PMA ne se passe pas comme prévu ». Donc si tu as envie de savoir pourquoi la PMA pourrait ne pas se passer comme tu l'as imaginé, eh bien je t'invite vraiment à écouter l'épisode numéro 22. Ce qui m'a été aussi remonté, c'est une personne aurait aimé savoir que la PMA n'est pas une solution miracle, contrairement à ce qu'on fait croire. Et c'est vrai que c'est important parce que quand on commence un protocole PMA, rares sont les centres qui vous disent ben voilà, on va commencer le protocole, mais avant qu'on démarre, il faut que vous sachiez que les taux de réussite des fécondations in vitro sont de autant de pourcents. Les taux de réussite des inséminations sont de autant de pourcents. Il y a très 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 peu de centres qui font ça. Et bon, d'un côté, les taux étant relativement faibles, clairement, ça ne donne pas envie, ça je l'entends, mais en même temps, ces taux existent et ils sont pas nuls, donc il y a quand même des chances de réussite. Mais c'est vrai qu'on présente la PMA un peu comme la solution miracle, en tout cas voilà, on commence le protocole et on n'aborde même pas avec les patientes l'éventualité d'un échec. Et je trouve ça dommage. L'idée n'est pas évidemment de mettre le focus sur ça va pas bien se passer et vous n'y arriverez pas du tout, mais simplement d'éviter une trop grosse déception si jamais le résultat n'est pas celui qu'on souhaite. Tout simplement parce que voilà, les taux de réussite sont ce qu'ils sont. Parfois on a besoin de connaître un peu mieux le mode de réaction du corps par rapport à certains traitements. Et c'est vrai que un résultat négatif, ça va permettre aussi au corps médical d'ajuster et de faire mieux, etc., etc. Donc c'est pas du tout dans un contexte vraiment négatif, pessimiste, etc. Pas du tout, mais au contraire, c'est factuel. La PMA n'est pas une solution miracle, les taux de réussite sont ce qu'ils sont. Si tu ne les connais pas, je les rappelle, donc le taux de réussite actuel, le taux le plus récent qui a été communiqué par l'agence de biomédecine, eh bien on est sur une moyenne de, que je ne dise pas de bêtises, on est sur une moyenne de 13% pour les inséminations. Donc ça se situe de façon très générale, toujours de façon approximative, c'est-à-dire entre 10 et 15%. D'accord ? Les dernières statistiques évoquent 13%. Mais de manière générale, tu peux te dire qu'une insémination, c'est entre 10 et 15% de taux de réussite. Et alors pour une fécondation in vitro, on arrive à un taux de réussite qui se situe à 23%. Et là, de nouveau, c'est une moyenne, on est toujours entre 20 et 25%. On peut avoir des taux plus élevés sur des pays tels que la Belgique, l'Espagne, parce que les protocoles sont différents, les examens peuvent être différents, etc., etc. Il y a énormément de choses qui impactent évidemment les taux de réussite, mais en tout cas, c'est important de ne pas aller en PMA en se disant c'est bon, contrairement à ce qu'on dit, si t'as des problèmes de fertilité, t'as qu'à aller en PMA. Si c'était aussi facile, ça se saurait, d'accord ? Donc c'est important de le savoir en amont. Non, ce n'est pas une solution miracle. C'est une piste essentielle, c'est une piste importante à ne surtout pas négliger, mais pour autant, c'est pas une solution miracle. Et ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que oui, il y a des effets secondaires au traitement. Et ça, j'en parle vraiment en long, en large et en travers dans l'épisode numéro 21. L'épisode s'appelle « Ce que j'aurais voulu savoir en commençant la PMA » et ça en fait partie. Et donc ça, je t'invite vraiment aussi en amont à poser la question à ton gynécologue parce que c'est clair que les effets secondaires peuvent être minimes dans certains cas, mais ça peut poser aussi de plus gros désagréments. D'accord ? Pour moi, l'une des conséquences les plus énormes, c'est l'hyperstimulation parce qu'il y a une véritable urgence gynécologique avec un protocole vital parfois engagé dans certains cas. Donc c'est évidemment pas à prendre à la légère, mais il peut aussi y avoir des effets secondaires, j'ai envie de dire minimes, mais qui ont un impact sur ton quotidien, au niveau de tes émotions, parce que évidemment on chamboule tes hormones, et donc tu peux te retrouver à être en mode dragon tout le temps, tu peux te retrouver à être en mode hypersensible tout le temps, et le savoir à l'avance, ça te permet de savoir que c'est normal et que t'es pas en train de devenir folle, tu vois. Donc voilà, poser des questions comme ça à ton médecin sur est-ce qu'il y a des effets secondaires au traitement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer, ça aide souvent à désamorcer la bombe, tu vois. C'est le fait de le savoir, et bien tout de suite ça va déjà mieux.
Alors aussi, pose bien la question par rapport aux anesthésies dans le cadre d'une ponction. Parce que Magali m'a remonté l'info, comme quoi, quand elle était déjà au bloc, eh bien, elle a appris que le centre ne pratiquait pas d'anesthésie générale. Alors que elle, comme elle en avait déjà fait plusieurs dans d'autres centres, eh bien, pour elle, ça coulait de source que c'était une anesthésie générale. Eh bien non, tous les centres ne fonctionnent pas de la même manière. Donc renseigne-toi bien à l'avance si jamais ça ne t'a pas été communiqué, d'accord ? Et c'est pas grave, hein, ça se passe très très bien en local. Moi d'ailleurs, à titre perso, c'est quelque chose que je recommande vraiment parce que je trouve ça, quand c'est possible, mieux dans le sens où tu participes au process, parce que tu vois ce qui se passe, parce que tu es consciente, parce que du coup la dose d'anesthésie est moins forte aussi, parce que tu te remets mieux, il y a moins d'effets secondaires. Mais après, je peux entendre que si tu es phobique du milieu médical, une anesthésie générale sera peut-être plus adaptée dans ton cas. Mais donc voilà, le fait de le savoir, ça te permet encore une fois de t'y préparer. Donc pose bien la question à ton centre. Enfin, il y a eu énormément de choses qui me sont remontées par rapport à la progestérone. Donc, je fais déjà un rappel pour toutes les questions qui arrivent là maintenant. J'en ai au moins 3 qui sont vraiment en lien avec un épisode consacré à ce sujet. C'est l'épisode numéro 35. Et donc l'épisode s'appelle « La progestérone, l'hormone indispensable à la mise en route de ta grossesse ». Pourquoi ? Parce que voilà, il y a plein de choses qui me sont remontées, comme notamment le fait de découvrir que la progestérone de synthèse, c'est-à-dire chimique, celle qu'on te donne par traitement, elle est beaucoup moins efficace que la progestérone que tu vas sécréter toi de façon naturelle. C'est quelque part une évidence, et en même temps, si on ne te le dit pas, tu ne peux pas le savoir. Donc c'est la raison pour laquelle j'en parle dans l'épisode numéro 35, mais si jamais t'as pas eu l'info, c'est important de le savoir, et en tout cas c'est important aussi de parler de la progestérone avec ton médecin, d'accord ? Il y a certains centres aussi, et c'est pour ça que je te demande vraiment de te renseigner sur le mode de fonctionnement de ton centre à toi, et pas celui de la copine, de la voisine, de machin, parce que les centres fonctionnent de manière différente, mais certains centres demandent de mettre une ovule de progestérone le matin avant de faire un transfert d'embryon congelé. Et donc ça, il faut le savoir, tu vois, et donc c'est important de poser la question en amont, parce que si t'arrives avant de faire le TEC, avant de faire ton transfert d'embryon congelé, et qu'on te demande si t'as bien mis ton ovule de progestérone et que tu as l'air de tomber des nues parce que non, tu savais pas et donc tu l'as pas fait, presque tu vas te faire engueuler. Donc voilà, on pose des questions en amont, même si je sais, on est bien d'accord, c'est au centre de te communiquer toutes ces infos, mais on n'est jamais à l'abri. Donc c'est important de le faire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse que j'ouvre, mais qui a vraiment toute son importance, parce que il y a une application avec laquelle je travaille et que je recommande, mais à 3000%, c'est l'application Wistim. Alors Wistim, c'est quoi ? C'est une application médicale qui a été créée par des médecins qui sont spécialisés en PMA pour justement diminuer le risque d'erreur de traitement, d'accord ? Donc c'est vrai qu'en général, tu as les secrétaires qui t'appellent par rapport à ton traitement, etc. Tu prends des notes, mais parfois les notes, tu les prends sur un post-it, ou t'es en voiture parce que le centre t'appelle au moment où t'es dans ta voiture pour te donner les infos, t'entends pas bien, etc. Donc parfois tu crois avoir noté des choses, ou t'as oublié le post-it au bureau, ou t'es pas sûr, etc. Et c'est juste une cata parce que ça te met un stress énormissime. Et l'application Wistim, il y a de plus en plus de centres d'ailleurs qui utilisent cette application et qui permet d'avoir une communication directement du médecin et du secrétariat vis-à-vis de l'application. Et donc comme ça, on t'indique noir sur blanc quel traitement prendre, à quelle heure, quelle quantité, etc. Et c'est noté noir sur blanc, t'as pas d'angoisse de te tromper ou quoi que ce soit. Et en plus, il y a énormément de tutos. Enfin voilà, c'est une application médicale. Ça a vraiment été fait par des médecins. Les fondatrices sont Alexandra Messner et Sarah Perrelevade. Et vraiment, c'est une appli que je conseille, mais à 3000%. Ça te fait gagner en sérénité, mais d'une manière incroyable. Voilà. C'est pas du tout quelque chose qui est sponsorisé, hein, je précise. Je collabore avec eux, mais simplement parce que je trouve que c'est juste fantastique, d'accord ? Donc j'aurais tellement aimé avoir cette appli quand j'étais dans ce parcours, parce que comme j'étais tout le temps sur la route, je recevais les infos, j'avais des coupures de réseau, j'arrivais pas à joindre le centre, ça a été une galère sans nom. Donc vraiment, si ça peut te faciliter la tâche, pose la question à ton centre pour savoir s'ils travaillent avec l'application Wistim, et n'hésite pas à leur demander, parce que je te jure, c'est extraordinaire. Elle est super bien faite, cette appli.
Voilà, fin de la non-publicité, j'ai envie de dire, mais plutôt de la recommandation, parce qu'encore une fois, voilà, je le fais de façon totalement spontanée et improvisée, mais je trouve que cette appli a le mérite d'exister et doit vraiment être connue du grand public. Donc voilà, les infos par rapport à ton centre, eh bien, vérifie bien comment chaque centre fonctionne pour ne pas avoir la mauvaise surprise le jour J de ne pas avoir mis l'ovule le matin du transfert alors que tu aurais dû le faire, tu vois. Alors, il faut aussi savoir, c'est vrai, que quand tu as un transfert, tu as très souvent, tu sais, ces ampoules vaginales très agréables qui laissent pas du tout de traces dans le fond de ta culotte. Hydrogestan en général, hein, mais il y a d'autres marques, mais de manière générale, c'est ça qu'on prescrit. Et c'est vrai que il faut savoir que tant que tu es sous progestérone, ça imite quelque part un peu le fonctionnement du corps, et à partir du moment où il y a une grossesse, le taux de progestérone augmente, d'accord ? Bon, et elle reste haute. Et là, comme tu es supplémenté de façon artificielle, ta progestérone, elle reste haute, ce qui veut dire que ça bloque, entre guillemets, l'arrivée des règles. Et donc, parfois, eh bien, c'est vrai que le fait de savoir ça en amont, eh bien, ça va t'éviter une déception parce que faux espoir, tu vois, des fois tu te dis c'est bon signe, je suis pas réglée, voilà, mes règles n'arrivent pas, tout va bien, mais parfois ça ne veut rien dire parce que c'est juste une conséquence de la progestérone. De nouveau, j'ouvre la parenthèse, mais c'est pareil pour les symptômes de grossesse. C'est très rare, les symptômes que tu peux ressentir sont en fait des symptômes qui sont liés au traitement et non pas à la grossesse, parce que c'est terriblement tôt pour ressentir quoi que ce soit. Donc les seins douloureux, etc., ça peut aussi bien être effectivement super annonciateur d'une grossesse, tout comme juste la conséquence du traitement. Ça ne veut absolument rien dire, donc pas de panique si tu n'as aucun symptôme. À titre personnel, je n'ai eu aucun symptôme pour mon fils, et pourtant il est bien là. Alors que pour les tentatives précédentes, j'ai eu plein de symptômes, mais c'est beaucoup trop tôt, c'était juste des conséquences des traitements, d'accord ? Donc vraiment pas de plan sur la comète, ça ne veut strictement rien dire. Mais voilà, je referme la parenthèse, mais ça me paraissait important de faire ce point au niveau de la progestérone, parce que c'est vrai que c'est biologique, et donc c'est important de le savoir aussi. Et puis dernière chose qui m'a été remontée, et cette fois-ci on sort évidemment de la progestérone, mais on va parler d'indice de masse corporelle. C'est vrai que certains centres imposent un indice de masse corporelle à respecter. Et donc très souvent on demande que l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, soit inférieur à 35. Alors il faut savoir qu'un IMC, j'aime pas dire le mot normal, mais on va dire dans la moyenne, se situe entre 18,5 et 25. Ça, c'est vraiment l'IMC de moyenne. Alors, si tu ne sais pas comment calculer ton IMC, je te rassure, tu peux aller sur Internet, il y a plein de calculateurs, oui, on va dire ça comme ça, où il te suffit en fait d'indiquer ton poids et ta taille. En gros, si tu mesures 1m60 par exemple et que tu pèses 60 kg, eh bien ton IMC sera de 23,4 parce qu'on va diviser ton poids par la taille et on va multiplier la taille par la taille, tu vois. Et donc tu aurais donc toujours dans cet exemple de 1m60, tu mesures 1m60 et tu pèses 60 kg, eh bien le calcul va être 60 divisé en 1,6 pour 1m60 fois 1,6. Et c'est ce qui va t'amener à ce 23,4. Mais voilà, rassure-toi, il y a plein de calculateurs en ligne, gratuits d'ailleurs, ceci dit, il te suffit de taper IMC sur ton navigateur et tu vas trouver l'info. Mais c'est vrai que voilà, il y a des centres qui imposent un IMC inférieur à 35. De manière générale, oui, c'est sûr que l'excès de poids, tout comme un IMC trop faible, j'insiste aussi là-dessus parce que voilà, trop c'est pas bon, mais trop peu c'est pas bon non plus. Mais malheureusement, je vois moins souvent passer d'obligation d'atteindre un IMC à autant, alors que je vois beaucoup plus de restrictions pour le côté supérieur plutôt que à diminuer, vraiment une injonction pour dire oh là là non, vous avez un IMC trop élevé, vous devez diminuer, mais je vois assez peu d'injonctions pour dire oh là là, vous avez un IMC trop faible, il faut grimper. Voilà, et pourtant les résultats sont le même. Donc c'est-à-dire que c'est important effectivement d'avoir une IMC qui est plus ou moins dans la moyenne. Maintenant, attention, on peut avoir des personnes qui sont en sous-poids ou en excès de poids et qui arrivent à être enceintes. Voilà. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que, je mets les pieds dans le plat, mais j'aime le dire parce que ça fait partie de la réalité, les centres PMA sont classés.
Et donc certains centres ne jouent pas à 100% le jeu pour rester peut-être bien cotés ou pour monter en tout cas dans le classement, et donc finalement prennent des situations qui sont plutôt maîtrisables pour eux et dont ils sont sûrs ou presque sûrs que ça donnera de meilleurs résultats. Et donc voilà, c'est une réalité. Le fait d'avoir instauré une classification des centres, je trouvais ça intéressant. Malheureusement, encore une fois, il y a toujours deux faces à une pièce de monnaie. Et donc le revers de la médaille, c'est ça, c'est que du coup les centres ne jouent plus totalement le jeu et impose parfois, j'ai envie de dire, des critères de sélection, et ça il faut le savoir. Donc voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'avais envie d'attirer ton attention pour que tu ne sois pas déçu le jour J, pour que tu te rendes compte que oui, ça peut mettre en péril un protocole, oui, ça peut repousser une intervention, etc., etc. Donc pose bien la question à ton centre, parce que encore une fois, je ne pourrais pas donner de recommandations officielles parce que chaque centre va fonctionner différemment et aussi parce que chaque cas est différent. Donc c'est important pour ça de te rapprocher de ton médecin à toi. C'est le seul qui va pouvoir te donner ces infos-là, ou éventuellement le secrétariat sur comment ça fonctionne, et le médecin par rapport à certaines consignes qui seront vraiment spécifiques à toi, à ton dosage, etc. Mais voilà, j'avais envie quand même de te partager ça parce que c'est vrai que c'est des détails qu'on ne te partage pas souvent et qui ont une importance énorme finalement sur ton parcours, sur le déroulé du processus, du traitement, etc. Et ça peut changer quand même pas mal de choses. Donc j'avais envie de partager ça avec toi. J'en profite aussi pour remercier Sylvie qui m'a suggéré cet épisode de podcast. D'ailleurs, je t'invite toi aussi, si tu as des idées de choses que tu aimerais que je traite, je t'invite vraiment à me remonter l'info, que ce soit via les réseaux, via le site internet, via mon adresse mail. Tu peux trouver tout ça pour me joindre. Mais voilà, en tout cas, je suis toujours très intéressée d'avoir vos retours pour me permettre de faire des épisodes qui correspondent à tes attentes. Donc voilà, si jamais tu as des idées, je serai ravie, je suis ouverte à suggestions, bien évidemment. Je te remercie en tout cas encore une fois pour l'écoute de cet épisode. J'espère que ça t'a appris des choses. De ton côté, comme toujours, si tu sens que tu as des choses à travailler, à mettre en avant, si tu as envie, besoin d'être soutenu, guidé, informé, je t'invite dès maintenant à rejoindre le programme en ligne, et pour lequel tu trouveras bien sûr le lien dans la description de cet épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.